Moïra et Gina sont deux cousines. Gina, 9 ans, est une blonde consciente de sa beauté. Moïra, 7 ans, est une petite brune qui possède encore des dents de lait et les rondeurs de l'enfance. Malgré leur différence d'âge, une étonnante complicité les unit comme des sœurs jumelles. Quand elles se retrouvent en fin de semaine dans la grande maison familiale, elles aiment se raconter inlassablement des histoires, gambader dans les prés, goûter les pots de confiture et sauter sur les lits. Mais il y a jeu et jeu. Et parfois, certains jeux d'enfants, apparemment innocents et anodins, peuvent rapidement se transformer en cauchemars. Au départ, c'était un jeu innocent. Si j'avais su. On était tellement dans notre monde. Ça a commencé avec le chapeau orange. Je me souviens, on jouait à se coiffer dans sa salle de bain. Un jour, je suis partie dans la chambre de Gina pour aller récupérer son chapeau. Et quand je suis revenue, Gina m'a demandé « Comment est-ce que t'as deviné que je le voulais ?» Elles étaient toujours fourrées ensemble. Elle me racontait qu'elles s'amusaient à deviner ce que l'autre pensait. Ne lui prêtait pas une attention particulière, c'était des jeux d'enfants. Ainsi, Gina se concentre intensément et essaie de deviner l'objet auquel pense Moïra. Et chaque tentative est un succès. Gina parvient toujours à nommer l'objet imaginé par sa cousine. Alors pour vérifier la puissance de leur étrange pouvoir, les cousines intervertissent les rôles. Et le phénomène fonctionne à nouveau. Les gamines se réjouissent de ce jeu divertissant et s'entraînent de plus belle à le perfectionner. Je détestais leur jeu. Je me sentais exclue de leur complicité. Elles passaient des après-midi entières à jouer en silence, là, grimaçant, à tester le pouvoir qu'elles pensaient avoir l'une sur l'autre. Je trouvais ça complètement idiot. Moi, j'avais qu'une envie, c'est que Moïra rentre chez elle. J'attendais le week-end avec impatience pour retrouver Gina dans notre maison de famille. C'était génial. Hélas, les cousines se séparent bientôt. C'est pour elles un déchirement. Gina se rend à Paris pour suivre des études universitaires, mais très vite, sa beauté singulière et son charme sensuel attirent un photographe. En quelques mois, la faculté n'est qu'un lointain souvenir. Gina devient un mannequin que s'arrachent couturiers et magazines de mode. Oui. Gina a commencé à faire des photos et puis des défilés de mode pour le prêt-à-porter. Enfin, ça marchait très bien pour elle. Il faut dire qu'elle était superbe. Enfin, je dis pas ça parce que c'est ma fille, mais parce que c'est vrai. On la voyait moins. Gina était toujours entre deux avions. Tokyo, New York, Singapour. Elle gagnait très bien sa vie et fréquentait des gens riches. Très riches. Gina, elle revenait de temps en temps à la maison, nous voir. Toujours belle et bien habillée. À chaque fois, c'était la fête. Elle nous racontait qui elle voyait, où elle allait. C'était fantastique. Même si on se voyait pas beaucoup, on était liés par une espèce de fil invisible. Et il suffisait juste qu'on se regarde et on n'avait pas besoin de... On avait besoin de rien se dire, juste un regard. Et puis, je me suis ennuyée sans ma cousine. À la campagne, c'est vrai, parfois on ne sait pas quoi faire. Je voulais rejoindre Gina, mais mes parents s'y opposaient et le sujet était clos. Moïra s'était mise en tête d'aller rejoindre sa cousine à Paris. Elle n'avait pas les mêmes atouts que Gina. Bon, sans vouloir être dure, c'était pas possible. Moïra fête ses 20 ans avec quelques amis. Elle traîne son ennui comme on traîne un boulet. Elle voudrait s'évader, rejoindre Gina à Paris, partager sa gloire et sa fortune. Elle doit se contenter de rêver devant les photos de sa jolie cousine. Gina à l'anguille sur le sable, Gina sur le pont d'un yacht, un verre de champagne à la main, Gina au sport d'hiver, au bras d'une star ou d'un playboy. Une nuit, Moïra fait un horrible cauchemar. Au réveil, elle est bouleversée par le réalisme de ce rêve. Alors j'ai pris ma voiture et je suis partie sur la route. Soudain, j'ai réalisé qu'un véhicule me suivait. Un véhicule de couleur orange qui collait à mes pare-chocs. Il m'a doublé. J'ai distingué 2 hommes à bord. Ils m'ont fait signe de m'arrêter. Le passager, un grand brun, m'a tiré très violemment de la voiture. Il m'a tordu le bras. J'ai crié. C'était horrible. J'ai crié, mais
Mais qu'est-ce que vous me voulez? Mais laissez-moi! Et le conducteur m'a dit, vous êtes bien Gina Serin? J'ai dit, mais pas du tout, je suis sa cousine. Et là, j'ai crié, mais ils m'ont ligoté, ils m'ont attaché, Ils m'ont jeté dans la voiture et ils ont démarré en trombe. Et ensuite, on a roulé vers une rivière. C'était un endroit désert. Il y avait juste une bicoque de l'autre côté de la rive. Et puis, l'un des deux hommes m'a prise, il m'a empoignée brutalement, il m'a poussée vers la rivière pour me sortir de la voiture. Là, ils ont été dans leur coffre pour chercher 2 petites enclumes qu'ils ont fixées sur moi avec une corde. Je pouvais pas hurler, j'ai tout fait. Et soudain, j'ai senti quelque chose de métallique contre ma peau. C'était le canon d'un revolver. L'un des deux hommes voulait le mettre dans la bouche. Je me suis débattue, mais comme une folle. J'étais en nage. Je savais plus où j'étais, je savais plus qui j'étais. Je voyais les fleurs du papier peint de ma chambre qui dansaient autour de moi. Je voyais les fleurs de ce papier peint qui se mêlaient à ce que je venais de vivre. C'était horrible. Je venais de faire un horrible cauchemar. Un cauchemar qui lui laisse une impression étrange. Instinctivement, elle pense à Gina. Elle est inquiète. Mais quel rapport entre ce rêve et sa cousine? Maman m'a donné un verre d'eau fraîche et un cachet, en me disant que tout était fini, que le cauchemar était terminé. Alors je me suis rendormie. Le lendemain matin, quand je me suis réveillée, le téléphone a sonné. C'est maman qui a répondu. C'était tante Caro, enfin, Caroline. Elle n'arrivait pas à joindre Gina. Elle avait essayé partout, aucune réponse. Elle était très inquiète. Maman lui a dit que si on avait des nouvelles, on la préviendrait tout de suite. C'est vrai que je voyais plus beaucoup Gina, mais elle me téléphonait quand même de temps en temps. Soudain, j'ai eu un coup au cœur. J'ai pensé au cauchemar de la veille. Maman était complètement paniquée. Elle téléphonait à tous ses amis, cherchait à joindre des relations à Paris, même des gens qu'elle connaissait à peine. L'atmosphère était irrespirable. J'ai fini par appeler la police. J'ai reçu l'appel d'une femme tellement angoissée que j'avais du mal à comprendre ce qu'elle voulait me dire. Sa fille avait disparu depuis 2 jours. Alors elle disait « Ma fille a disparu, ma fille a disparu ». Elle ne pouvait dire que ça, elle le répétait en boucle. Alors j'ai envoyé une équipe à l'adresse indiquée par Madame Caroline Serin. Il n'y avait personne. Tante Caro est venue chez nous le mercredi. On a beaucoup discuté. Elle était complètement affolée. On voyait bien qu'elle avait pleuré, elle avait ses yeux tout gonflés. Quand je suis allée chez mon frère, le père de Moira, je venais juste d'apprendre qu'on avait retrouvé la voiture de Gina sur une route déserte avec son sac à main, ses papiers, la clé de la voiture sur le contact. Enfin, je nageais en plein cauchemar. Mais où était passée ma fille? Moi, j'étais pas inquiète. Je savais que ma sœur était libre, fantasque, imprévisible. Je me disais qu'elle allait revenir avec une nouvelle coupe de cheveux ou un nouveau petit copain. Merci. Qu'elle ferait coucou, je suis là, par la fenêtre de la cuisine, comme elle avait toujours fait. Puis petit à petit, je me suis laissée envahir par l'angoisse de ma mère. J'ai commencé à avoir peur. À ce moment-là, j'ai failli raconter mon rêve. Mais je me suis dit que ce serait trop cruel pour tante Caro. Et puis, toutes ces coïncidences, ça m'avait complètement sonné. J'avais peur, c'était bizarre. Finalement, la police a ouvert une enquête. Au cours de l'enquête, les policiers ne tardent pas à découvrir que mademoiselle Gina Serin arrondit ses fins de mois en louant ses charmes à des messieurs riches et si possible mariés, tandis que son petit copain, dissimulé derrière une glace sans teint, photographie clandestinement les rencontres. Gina se prostituait, faisait chanter ses clients. Quand on a appris la vérité, on était complètement abasourdis. Le ciel nous est tombé sur la tête. Oui, Gina se prostituait, mais j'ai halluciné. C'était inimaginable. Alors, à ce moment-là, j'ai décidé de parler aux policiers et de leur raconter mon rêve. Oui, j'ai vu arriver Moira. C'était la cousine de Gina, toute timide.
Elle m'a dit, monsieur, s'il vous plaît, je voudrais vous raconter mon cauchemar. Alors elle était touchante, la môme, parce qu'elle avait peur d'être ridicule. Alors elle me dit, voilà, avec ma cousine, on fait de la transmission de pensée. Peut-être que ça peut vous servir. Alors je lui dis, de quoi? De la transmission de pensée? Et puis je lui ai tout raconté. Le rap, la voiture orange, l'enclume, le revolver. C'était troublant parce que très précis. À tel point qu'un collègue qui l'a écouté raconter son rêve, enfin non, je veux dire son cauchemar, a cru reconnaître une rivière qui correspondait à la description. C'est là qu'on a trouvé le corps. C'est pas beau à voir, croyez-moi. Les policiers ont demandé à Moira de les accompagner à la rivière à laquelle ils pensaient. La police nous a immédiatement prévenus. C'était absolument insoutenable. J'ai demandé au policier comment il avait fait pour retrouver le corps. Il m'a parlé de Moira, de ses transmissions de pensée. Alors je me suis souvenu de Moira et de Gina quand elles étaient petites et qu'elles communiquaient en pensée. Quand le corps a été identifié comme étant celui de ma cousine, j'étais horrifiée. Horrifiée de savoir comment elle était morte. Je me suis demandé si c'était moi, en le rêvant, qui avait provoqué cet horrible accident, ou si c'était elle, en le subissant, qui m'avait envoyé ce signal. Je me suis effondrée. Les policiers, eux aussi, étaient troublés. Ils n'avaient jamais vu ça. J'avais fait un cauchemar prémonitoire. Alors, ils m'ont demandé de regarder, si je voulais bien regarder dans les fichiers, pour peut-être identifier ceux que j'avais vus en rêve. Bon, c'est pas des méthodes qu'on emploie souvent, faut reconnaître. Hein. Se servir d'un rêve pour faire avancer une enquête. C'est vrai que pour mon équipe et moi, c'est la seule fois où ça a fonctionné. Sur le fichier, j'ai immédiatement reconnu les deux assassins. J'ai revu leur regard. J'ai senti leur odeur. Vous savez, cette mort-là, je l'ai vécue dans mes tripes. Bah, c'était 2 tueurs à gages. Ils avaient été employés par un des gros clients de Gina. Gina et son copain le faisaient chanter. Et le soir même, je dis bien le soir même, on les cueillait tous les 3. Joli coup de filet. Notez bien qu'en même temps, ça n'a pas dû être facile pour la gosse, parce que toutes ces histoires de télépathie, ça lui avait pris la tête. Quelques jours plus tard, Moira est confrontée à l'un des assassins de sa cousine. Et à sa stupéfaction, elle fait la description complète, dans ses moindres détails, du déroulement du meurtre, comme si elle en avait été le témoin oculaire. Alors persuadé que la jeune fille a assisté à la scène, le tueur fait des aveux complets. Ainsi se termine cette histoire pathétique. L'histoire de 2 gamines qui s'étaient aperçues un jour en jouant qu'un lien invisible connectait leurs esprits.